Il y a 84 millions d'années. De nombreux mammifères modernes, ainsi que des oiseaux, des groupes d'insectes et même les premières plantes à fleurs existent déjà. Les dinosaures sont encore là aussi. Il leur reste environ 20 millions d'années avant l'astéroïde. Le T-Rex, un chasseur intrépide, devient le roi des dinosaures. Et la Terre s'est inclinée de 12 degrés. Imagine notre planète comme une truffe au chocolat. L'enveloppe est dure, le centre est visqueux, avec une matière semi-solide. Sa couche supérieure, la croûte, est constituée de plaques tectoniques qui sont comme des puzzles. Les continents et les océans reposent sur ces plaques. Il y a 84 millions d'années, le manteau et la croûte ont commencé à tourner autour du noyau externe de notre planète, puis sont revenus en arrière. Si tu avais pu voir cela depuis l'espace, on aurait dit que la planète entière s'était renversée d'un côté. Aujourd'hui, cela aurait déplacé la ville de New York, là où se trouve la Floride. Disons que notre planète est comme une toupie. Elle tourne parfaitement si le poids sur la toupie est uniformément réparti. Mais si tu déplaces une partie du poids vers un côté, elle s'incline. Cela peut être dû au déplacement des plaques tectoniques et au fait que l'une d'entre elles s'enfonce sous une autre. Nous pourrions être en train de boire de l'eau plus ancienne que notre système solaire. Certains scientifiques pensent que l'eau que nous avons sur Terre pourrait provenir de grains de glace qui flottaient dans une sorte de nuage spatial il y a plus de 4,5 milliards d'années. Les lacs ne sont pas toujours paisibles et relaxants. Ils peuvent aussi exploser. Cela se produit lorsqu'il y a des gaz volcaniques sous la surface qui peuvent éclater, remonter à la surface et causer de gros dégâts. La rotation de la Terre ralentit avec le temps. Chaque année, la Lune reçoit un peu d'énergie de notre planète et s'en éloigne lentement. Ces deux phénomènes allongent nos journées, mais très lentement, environ 1,4 millisecondes tous les 100 ans. Cela signifie que lorsque les dinosaures existaient, la journée durait 23 heures. Notre planète était autrefois violette. Selon une théorie, les anciens microbes ne comptaient pas sur la chlorophylle pour absorber le soleil, mais sur d'autres molécules. Elles absorbaient la lumière verte et renvoyaient une jolie couleur violette. Chaque fois que tu te baignes dans l'océan, souviens-toi que tu nages au-dessus de plus de 700 000 milliards de dollars en or. Non, pas au fond de l'océan en attendant que quelqu'un le sorte, mais dans de minuscules particules dispersées partout dans l'eau. L'endroit le plus profond de notre planète est la fosse des Mariannes, un endroit situé dans l'océan Pacifique, sous la surface de la mer. Mais l'endroit le plus profond qui n'est pas recouvert par l'océan se trouve en Antarctique. Techniquement, il est caché sous d'épaisses et profondes couches de glace. C'est à plus de 2500 mètres sous le niveau de la mer. Chaque jour, 60 tonnes de poussière tombent de l'espace sur notre planète. Il est probable que tu inhales une bonne quantité de cette poussière cosmique en allant simplement au travail. Il s'agit de poussière, de petites particules provenant de comètes, de météorites et de certains autres corps spatiaux. Dallol, en Éthiopie, est l'endroit habité le plus chaud de notre planète. Entre 1960 et 1966, la température était de 41 degrés Celsius et même en hiver, la température monte à 37 degrés Celsius en moyenne. 8 minutes et 20 secondes, c'est le temps que met la lumière du Soleil pour aller du Soleil jusqu'à notre planète. C'est encore peu comparé au temps nécessaire à la lumière pour atteindre Pluton, 5h30. Près de 70% de l'eau douce dont nous disposons dans le monde est retenue dans les calottes glaciaires et les glaciers. Plus de 96% de la quantité totale d'eau sur Terre se trouve dans les océans. La Terre est comme une sorte de gros aimant. Son noyau interne est une sphère constituée de fer solide entourée de fer liquide. Toutes ces variations et ces changements de densité et de température créent une sorte de force qui fait que le fer produit des courants électriques. Ces courants sont alignés par la rotation de la planète et ensemble, ils créent un champ magnétique. Il y a beaucoup d'étoiles dans la Voie lactée, 100 milliards, mais beaucoup plus d'arbres sur notre seule planète, environ 3000 milliards. Tu peux dire quel est l'âge de l'arbre que tu regardes grâce à ces cercles. Ils peuvent également te renseigner sur les conditions d'une année spécifique. Lorsque ces anneaux sont fins, cela signifie qu'il y a eu une sécheresse, tandis que les anneaux épais indiquent qu'il s'agissait d'une période pluvieuse. La Terre est une planète magique où même les pierres peuvent marcher. Du moins certaines d'entre elles dans la vallée de la mort en Californie. Elles laissent des traces pour que tu puisses suivre le chemin qu'elles ont parcouru. Certains des plus gros rochers ont laissé derrière eux des traces qui pouvaient atteindre 460 mètres de long. Les rochers dont le bas est lisse se déplacent librement, tandis que ceux dont la surface est rugueuse ont tendance à laisser des traces droites. Le monde qui nous entoure est constitué d'atomes, et il semble être solide. Mais 99,99% d'entre eux sont juste de l'espace vide.
Un atome n'est qu'un noyau très petit et un nuage d'électrons qui l'entoure. Ces électrons sont des particules, mais ils agissent comme des vagues. Ils ne sont pas concentrés en un seul point, mais répartis sur une gamme de probabilités et occupent beaucoup d'espace. En supprimant l'espace vide de nos atomes, tous les humains pourraient tenir dans un espace très réduit, comme le volume d'un morceau de sucre. L'Australie se déplace lentement vers le nord, de 7 cm par an, à cause des mouvements tectoniques. L'Australie se trouve au sommet de plaques tectoniques continentales qui se déplacent plus rapidement que les autres. Il faudrait 400 000 lunes pour atteindre le niveau de luminosité du Soleil. Cela semble beaucoup à première vue, mais la Lune ne fait que refléter la lumière provenant du Soleil. Elle ne produit pas la sienne. Et même cela ne suffit pas. Sa luminosité dépend de l'angle exact entre le Soleil, la Lune et la Terre. La planète sur laquelle nous vivons avait autrefois 2 lunes. Ou du moins, certains scientifiques le pensent. Ils croient que le côté de la Lune qui fait face à la Terre est relativement plat et bas, tandis que l'autre côté est beaucoup plus épais et a plus de croûte. La théorie dit qu'il y avait autrefois une deuxième Lune qui entrait en collision avec ce côté plus épais. Certains pensent qu'il y a toujours une deuxième Lune. Il pourrait s'agir non pas d'un corps spatial géant que nous pouvons clairement voir dans le ciel, mais d'une sorte de petit astéroïde attiré dans l'orbite de la Terre. L'air n'est pas composé principalement d'oxygène, il est composé à 78% d'azote. Si tu veux voir des rochers très escarpés, va au Canada, au parc national Ahuhuituk. Il possède le plus grand dénivelé du Canada, la falaise la plus haute et la plus abrupte, avec 105 degrés de surplomb et 1220 mètres de roche. Une équipe de 4 hommes américains a finalement réussi à atteindre le sommet en 1985, bien qu'il y ait eu 30 tentatives pour cela auparavant. Il leur a fallu 33 jours pour y parvenir. Le Pacifique, l'Atlantique, l'Indien et l'Arctique sont les 4 océans du monde. Le 5e correspond à l'océan austral. Il n'est pas défini par les continents qui l'entourent, mais par son courant antarctique qui va d'ouest en est. Les recherches montrent que le courant a été créé il y a plus de 30 millions d'années, lorsque l'Amérique du Sud et l'Antarctique s'étaient séparés. Cela a permis à l'eau de circuler au fond de l'océan sans aucune barrière. La fonte des glaciers et des nappes glaciaires signifie qu'il y a plus d'eau dans les océans. Cela ajoute le poids supplémentaire de tout ce liquide qui fait pression sur le fond de la mer, ce qui le fait couler. La surface de la Terre semble solide et relativement permanente, mais tous les 500 millions d'années, elle subit un processus de régénération. Les plaques tectoniques s'entrechoquent, la croûte continentale crée une pression sur la croûte océanique et cette pression active les volcans. Au fil du temps, tout cela a pour effet de régénérer et de remplacer une grande partie de la surface de la Terre. Tout comme notre corps régénère les cellules de notre peau, en remplaçant les anciennes par les nouvelles. De toutes les planètes du système solaire, la Terre est la seule dont la croûte externe s'est brisée en d'énormes surfaces appelées plaques tectoniques. Il s'agit d'un processus important qui a permis la formation de fosses océaniques et de montagnes et qui contribue également à la protection de la Terre. Lorsque les plantes microscopiques qui vivent dans l'océan disparaissent, elles tombent au fond de l'océan. Les restes retournent à l'intérieur de notre planète et sont recyclés et finissent par se retrouver dans l'atmosphère, nous protégeant ainsi de la chaleur excessive pouvant nous transformer en Vénus, la planète la plus chaude de notre système solaire. Les vastes étendues de l'univers recèlent une infinité de secrets et de possibilités. Et voici l'une des questions les plus intrigantes. À quoi ressemblerait la vie et nous autres en tant qu'êtres humains sur d'autres planètes? Imagine un monde où les lois de la physique, les conditions et l'environnement sont si différents de ce à quoi nous sommes habitués. Comment évoluerions-nous pour nous adapter à ces nouvelles contrées étranges? Voyons voir. Mercure est la planète la plus proche du Soleil et possède une atmosphère très fine. Les températures y sont extrêmes, le jour atteignant plus de 426 degrés Celsius et la nuit descendant jusqu'à moins 179 degrés Celsius. Alors, que pouvons-nous faire pour survivre à ces températures insensées et aux radiations solaires constantes? Nous pouvons peut-être nous transformer en métal comme par magie. Le titane et le platine, par exemple, supportent parfaitement ces températures élevées. Mais plus sérieusement, il existe une solution. Nous pourrions nous installer sous terre, là où les températures ne sont pas aussi extrêmes. Si nous vivions sous terre, nous pourrions développer de grands yeux afin de mieux capter la lumière. Nous pourrions aussi avoir une peau plus épaisse pour nous protéger des radiations intenses. En fait, nous avons 2 options. Devenir Iron Man ou bien devenir des taupes. Passons à Vénus. Cette planète est extrêmement hostile. Tout d'abord, Vénus est connue pour son atmosphère épaisse, du type plus toxique que ton ex.
Toute la planète est recouverte de dioxyde de carbone et sa surface est complètement desséchée, ce qui la rend incroyablement étouffante. La température moyenne y est d'environ 452 degrés Celsius, ce qui en fait l'une des planètes les plus chaudes de notre système solaire. N'oublie pas non plus la pression incroyable qui y règne. Se tenir sur Vénus, c'est comme plonger à 920 mètres sous l'eau. Seuls des microbes terrestres les plus résistants pourraient survivre dans de telles conditions. Donc, si tu désires vivre sur Vénus, tu devras peut-être te transformer en microbe. Hélas, comme nous ne sommes pas des micro-organismes, il nous faudrait porter un équipement spécial pour y survivre. Peut-être devrions-nous nous développer un exosquelette résistant à la chaleur afin de nous protéger, ainsi que de nouveaux poumons capables de filtrer les particules toxiques de cette atmosphère. Parlons plutôt de notre cousine écarlate favorite, Mars. Le premier changement notable, après quelques centaines d'années, serait un nouveau squelette. La gravité sur Mars est beaucoup plus faible que sur Terre, donc tes muscles et tes os auront tendance à s'atrophier. Pour compenser cette différence, tu devras manger davantage et probablement te mettre à la gym. Tu devras aussi t'adapter à la faible pression atmosphérique et aux températures plus froides. Il te faut bien un moyen de retenir la chaleur, n'est-ce pas? Cela signifie que tu devras avoir une couche de graisse plus épaisse. Désolé, mais sur Mars, nous risquons de prendre du poids. Une raison de plus pour faire du sport. Un autre changement important se produirait au niveau de la peau. Ta peau est comme une grande barrière qui te protège des désagréments tels que les bactéries, les rayons UV ou le fait de ressembler à un monstre écorché. Que se passerait-il alors? Eh bien, tu deviendrais très probablement orange, à cause des caroténoïdes. Les caroténoïdes sont un type de nutriments que l'on trouve dans des aliments tels que les carottes, les pommes de terre, les tomates, etc. Ils protègent très bien contre les rayons ultraviolets de la planète Mars. Ils n'ont qu'un seul inconvénient. Si tu manges trop de citrouilles cultivées sur place, tu vireras progressivement à l'orange. Mais ce n'est peut-être pas si grave. Peut-être que la vie sur Jupiter serait plus facile? Oh oui, sûrement. Sauf qu'il n'y a pas de terre ferme. Cette planète est composée d'hydrogène et d'hélium, et c'est pour ça qu'on l'appelle une géante gazeuse. Tu y tomberais tout simplement, au travers des immenses nuages. Et même si tu parvenais à atterrir et à marcher sur quelque chose, ce serait comme si tu te déplaçais dans un brouillard à couper au couteau. Alors comment évoluerions-nous là-bas? Primo, notre taille pourrait changer pour résister aux immenses pressions. Secondo, les fluctuations de température sur Jupiter sont énormes. La surface est terriblement froide et la température augmente considérablement sous les couches extérieures de l'atmosphère. Tertio, si tu vivais sur Jupiter, il n'y aurait pas de langage oral. Cette géante gazeuse absorbe les ondes radio, donc même si tu parlais, personne ne pourrait t'entendre. Il n'y aurait pas non plus de musique, et donc pas de fête. À quoi bon alors? Peut-être pourrions-nous communiquer en langage des signes? Mais ce n'est pas si simple. Jupiter est perpétuellement agité de vents violents et de puissants orages. Il est donc peu probable que tu puisses y voir quoi que ce soit. Même si nous évoluions d'une manière ou d'une autre, notre vie n'y serait vraiment pas facile. Avant d'atterrir sur Saturne, tu voudras probablement admirer de près ses anneaux emblématiques. Mais c'est hélas impossible, car les anneaux de Saturne sont constitués d'un tas de particules de glace flottant dans l'espace. Il serait donc extrêmement difficile d'atterrir. Allons donc directement sur Saturne. À première vue, cette planète ne semble pas si mal. Certaines couches de cette géante gazeuse présentent des températures plutôt agréables. Si nous plongeons plus profondément dans la planète, il fait même relativement chaud, jusqu'à -3 degrés dans sa deuxième couche. Il s'agit d'une température moyenne dans les pays comme la Suède et le Canada. Malheureusement, il ne s'agit que d'une seule de ces nombreuses couches. Le reste de la planète est incroyablement froid. Pour survivre sur Saturne, nous devrions donc faire beaucoup d'efforts. En plus du froid, nous devrions nous accommoder de l'environnement hostile de la planète, notamment ses tempêtes extrêmes, ses vents violents et ses radiations. Pour nous protéger de ces conditions, il nous faudrait encore développer une peau résistante, des techniques d'isolation, etc., etc. La planète suivante est Uranus. L'environnement d'Uranus est très différent de celui de la Terre, avec des températures beaucoup plus froides, l'absence de surface solide et une atmosphère très différente. C'est comme une autre Jupiter, mais qui donnerait dans les tons bleus. Mais on pourrait plus mal tomber. Il y a même de l'eau sur Uranus. Le seul problème, c'est que la planète regorge d'ammoniac, ce produit radical que nous utilisons pour le nettoyage. Ne t'étonne donc pas si tu y sens une odeur irrespirable. De plus, il fait incroyablement froid là-bas, comme si l'hiver n'en finissait jamais. Comment survivre dans un environnement aussi sombre et hostile? Nous aurions besoin d'une peau plus épaisse pour faire face à ces températures extrêmes. Nous aurions également besoin d'yeux plus grands pour mieux voir dans l'obscurité. Enfin, nous pourrions être amenés à développer un nouveau système auditif, comme celui des dauphins. Ce serait assez rigolo, non? Passons à Neptune.
Si des êtres humains devaient évoluer sur Neptune, il leur faudrait s'adapter à ces conditions difficiles. Neptune, la 8e planète la plus éloignée du Soleil, est une autre géante gazeuse. La seule différence est que cette planète pourrait bien avoir un noyau solide. Si nous devions vivre sur Neptune, nous n'aurions d'autre choix que de flotter ou de nager à travers son atmosphère riche en méthane. Nous devrions également développer des branchies ou un dispositif semblable pour respirer. En fait, nous deviendrions soit des reptiles de l'espace, soit des poissons cosmiques. Sur Neptune, la gravité est légèrement supérieure à celle de la Terre, mais les vents violents font qu'il est très difficile de rester en place. Pour résister au vent, il nous faudrait être beaucoup plus lourd. Là encore, il s'agit de manger beaucoup et de se muscler. Oui, techniquement ce n'est pas une planète, mais nous l'aimons toujours et nous ne pouvons pas la laisser en reste. Un monde petit, lointain et incroyablement froid. Pluton est encore plus petite que notre Lune. Et pour cette raison, il n'y a presque aucune gravité. Il sera donc très difficile de s'y tenir debout. Pour éviter de s'envoler accidentellement dans l'espace en jouant au football, il faudrait créer des machines simulant la gravité. Et si nous ne voulons pas avoir le vertige, nous devrons développer un tout nouveau système nerveux. Mais Pluton pourrait être pire. Par exemple, il y a de l'eau liquide sous sa surface, et même quelques montagnes glacées. Il serait peut-être possible d'y survivre si nous disposions d'un équipement conséquent, de vêtements, de fournitures et... Non, laisse tomber, c'est trop se compliquer la vie. Quoi qu'il en soit, de la chaleur torride de Mercure aux températures glaciales de Neptune, chaque planète présente un ensemble unique de défis environnementaux et d'opportunités d'évolution. Même si nous ne saurons jamais vraiment à quoi ressembleraient les humains sur ces autres mondes, il est passionnant d'envisager les possibilités infinies qui s'offrent à nous. Ne cessons jamais de regarder en direction des étoiles et de nous poser de telles questions. Tu as décollé de la Terre et garé ton vaisseau spatial quelque part près de la Lune. Tu es maintenant à près de 380 000 km de ta planète natale. Cela représente presque 100 fois la largeur des États-Unis. Maintenant, tu sors un marteau géant et un énorme burin en utilisant les bras robotiques de ton vaisseau spatial. Tu places le burin au pôle nord de la Terre et tu frappes sa tête avec le marteau. La Terre s'ouvre comme une coquille d'œuf et tu vois une autre planète. C'est Theia. Elle se cache à l'intérieur de notre planète comme le jaune dans un œuf. Il faudrait remonter le temps de 4,5 milliards d'années pour découvrir comment elle est arrivée là. Cette magnifique nébuleuse deviendra bientôt notre système solaire. La poussière colorée et les divers débris spatiaux se rapprochent lentement du centre. Bientôt, ce puzzle de débris deviendra trop lourd et trop dense. La température à l'intérieur de la géante augmente à tel point qu'elle déclenchera une réaction nucléaire en chaîne. Une seconde plus tard et boum! Une explosion si puissante que les ondes de choc voyagent loin dans l'espace. Et le flash aveuglant de cette explosion peut être vu de l'autre côté de la Voie lactée. Lorsque la poussière se dissipe un peu, tu peux voir qu'une lumière vive brille encore au centre même de l'explosion. Cette nouvelle étoile est le Soleil. Elle pèse autant que 333 000 terres. Si le Soleil était un seau, il faudrait 1,3 million de planètes de la taille de la Terre pour le remplir. Tu t'intéresses à un petit objet là-bas, à 150 millions de kilomètres du Soleil. Cet amas de roches et de lave chaude, c'est la Terre. En ce moment, la planète est occupée à former son noyau, tandis que les océans de lave se refroidissent progressivement. Mais quelques dizaines de millions d'années après la naissance du Soleil, tu remarques un objet étrange qui se dirige vers la Terre. C'est Theia. Cette petite planète est née à peu près en même temps que la Terre. Et maintenant, elle suit une folle trajectoire en spirale à une vitesse énorme. Les scientifiques pensent que Theia était une sorte de boule avec laquelle Jupiter et Vénus jouaient. Vénus tirait Theia dans une direction, puis sa grande sœur Jupiter la tirait en arrière. Mais le Soleil représente 99,8% de la masse de tout le système solaire. C'est pourquoi l'étoile fixe ses propres règles. Elle fait en sorte que Theia se déplace sur une orbite presque identique à celle de la Terre. Elles se rapprochent donc inévitablement l'une de l'autre jusqu'à devenir voisines. Theia a la taille de Mars et est aussi large que l'océan Atlantique de New York au Portugal. La collision ne peut pas être évitée. Theia se dirige vers la Terre à près de 14 500 km/h, soit 11 fois plus vite que la vitesse du son. Si la plus petite planète s'écrase sur la Terre avec un angle particulier, la Terre sera très probablement anéantie, ainsi que Theia elle-même. La collision provoquera une énorme explosion visible sur d'autres planètes, même en plein jour. Il ne restera rien d'autre que de la poussière et des débris brûlants. Et même si Theia ne touche que légèrement la Terre, elle détruira un morceau de notre planète de la taille de l'Australie.
Mais la collision avec Theia se produit à un angle parfait de 45 degrés. Elle percute la Terre à une vitesse phénoménale. L'explosion vaporise littéralement d'énormes quantités de roches et l'onde de choc envoie les débris restants dans l'orbite de la Terre. Un énorme cratère se forme sur le lieu de l'impact. Il se remplit bientôt de lave bouillante. Les restes de Theia et les fragments éjectés de la Terre commencent à graviter autour de notre planète. Selon une certaine théorie, ces fragments forment deux lunes. Au début, elles voyagent ensemble, mais un jour, elles se rapprochent trop l'une de l'autre et entrent en collision, formant un seul grand corps spatial. L'autre théorie affirme que tous les fragments commencent à être tirés par les restes de Theia. Un peu plus tard, ils formeront la Lune telle que nous la connaissons aujourd'hui. Mais à ce moment-là, ce n'est encore que de la roche rougeoyante et de la lave. La collision à cet angle incline légèrement notre planète et accélère sa rotation. C'est à cause de Theia que nous avons des saisons et 24 heures dans une journée. La Terre a des plaques lithosphériques, d'énormes pièces solides qui constituent la croûte de notre planète. Après la collision avec Theia, elle commence à se fissurer et à se briser. Cela conduit le carbone, un composant primaire de toute vie connue sur Terre, à se déplacer sur toute notre planète. La Terre développe donc une sorte de métabolisme. Après quelques centaines de millions d'années, les premières créatures vivantes commencent à apparaître sur notre planète. Pendant près de 4 milliards d'années, de simples organismes unicellulaires ont évolué vers la vie que l'on connaît aujourd'hui. Selon les scientifiques, une telle collision est un événement très rare. La probabilité qu'il y ait quelque part une planète comme la nôtre qui ait survécu à la même catastrophe est extrêmement faible. C'est peut-être la raison pour laquelle nous n'avons pas encore trouvé de traces d'autres civilisations dans l'espace. Pendant ce temps, les restes de Theia sont toujours là, sur Terre. Bien sûr, elle ne ressemble pas à une planète entière coincée dans la nôtre. La plupart des fragments se sont fondus dans la croûte terrestre. Si tu enlèves la couche supérieure de notre planète, tu verras deux énormes boules de lave de la taille de continents entiers. Elles se trouvent juste en dessous de l'Afrique et de l'océan Pacifique. On peut supposer que ce sont les restes de Theia. Ils ne se sont pas mélangés au manteau terrestre à cause de leur densité différente. C'est un peu comme mélanger de l'eau et de l'huile dans un verre. L'huile flottera toujours au-dessus de l'eau et créera une couche uniforme. Mais si tu faisais remonter ces plaques de lave à la surface, elles seraient 100 fois plus hautes que le mont Everest. D'autres restes de Theia pourraient se trouver sur la Lune. Les missions spatiales Apollo ont rapporté de nombreux échantillons de sol pour les analyser. Les scientifiques ont conclu que la structure de la Lune est très similaire à celle de la Terre. On pourrait forer en profondeur et y prélever des échantillons. Puis on analyserait les blobs depuis la Terre. Si leur structure correspondait, ce serait une preuve totalement fiable que Theia a bien frappé la Terre il y a 4,5 milliards d'années, et que la Lune est née ainsi. Mais pour l'instant, Theia reste quelque peu mystérieuse. Les scientifiques ne sont pas encore sûrs que la planète a réellement existé. Cette idée correspond parfaitement au modèle de création de la Lune, mais en réalité, cette incroyable collision pourrait ne jamais avoir eu lieu. Maintenant, tu voyages à 41 années-lumière de la Terre jusqu'à la planète 55 Cancri E. Elle fait environ 2 fois la taille de la Terre et est 8 fois plus lourde. Tu sors à nouveau ton marteau géant et tu l'utilises pour frapper le burin. La planète se fissure. Et tu vois que c'est un diamant géant. La température de cette planète est des dizaines de fois plus élevée que celle de la Terre. Et son sol est riche en carbone. La chaleur exerce une forte pression sur ce carbone et lui fait changer de structure. D'abord, il se transforme en graphite, puis avec encore un peu de pression, le graphite se transforme en diamant. Sur Terre, les diamants se forment à des profondeurs supérieures à 100 km, où la pression est 50 000 fois supérieure à celle de la surface. Les températures y dépassent les 500 degrés, ce qui est aussi chaud que le feu. Les diamants sont éjectés plus près de la surface lors d'éruptions volcaniques. Pourtant, les gens doivent creuser des mines à 500 mètres de profondeur pour trouver ces magnifiques pierres précieuses. Le diamant du Jubilé d'or est le plus gros diamant taillé et facetté sur Terre. Il pèse autant qu'une tablette de chocolat et a la taille d'un hamster. Son prix est d'environ 12 millions de dollars. Imagine maintenant un diamant de la taille d'une planète entière. Tu décides de retourner dans le système solaire. Ta destination est Europa, la lune de Jupiter. Elle est aussi large que la distance entre Seattle et Houston, et sa masse est inférieure à 1% de la masse de la Terre. Sa surface est entourée d'une croûte glacée d'environ 30 km d'épaisseur.
Mais que se passe-t-il si tu fends cette croûte avec ton marteau géant? En réalité, Europa est entièrement recouverte d'eau. Il fait très froid ici, 3 fois plus froid qu'au pôle Nord sur Terre. L'eau se transforme en glace presque instantanément. Mais l'océan sous la surface est toujours liquide. Europa interagit avec Jupiter par gravitation, tout comme la Lune avec la Terre. Cela crée des forces de marée et chauffe le noyau d'Europa. Le noyau fait fondre la glace qui l'entoure. Le résultat est un énorme océan, 2 à 3 fois plus grand que tous les océans de la Terre réunis. Les scientifiques pensent que l'eau est la base de la vie. Cela signifie que la vie pourrait exister sur Europa. Il pourrait y avoir des sources thermales, tout comme au fond de nos océans. L'eau y est probablement beaucoup plus chaude. Et même si la pression et la température dans de tels endroits sont probablement extrêmes, de simples bactéries pourraient y vivre. Europa a presque le même âge que la Terre. Cela signifie qu'il s'est écoulé suffisamment de temps pour que des organismes vivants apparaissent et évoluent. Qui sait, peut-être qu'une civilisation avancée est déjà en train de fleurir sous cette croûte de glace. Ils sont peut-être en train de construire de grandes villes et de rêver de conquérir l'espace en ce moment même. Mais la seule chose que l'on peut faire pour le moment est d'envoyer une sonde sur Europa et de découvrir si la vie est possible.